Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Auditeurs, auditrices, chers amis amateurs de football et plus particulièrement de football en Normandie, soyez une fois de plus les bienvenus. Le débrief par Radio VFM et Foot Normand est une fois de plus au rendez-vous, 23e épisode aujourd'hui avec une actualité riche et dense. Mathieu Billot, mon acolyté fidèle au poste pour débriefer. Mathieu, bonjour. Salut Aurélien, salut à tous. Joli 23 sur 23 pour toi Mathieu cette saison, quelle fidélité exemplaire. Ouais, j'avais pas encore été victime de Covid comme notre ami Christophe Lécuyer. Je ne voulais pas faire de référence, en tout cas épisode 23 aujourd'hui donc évidemment, vous connaissez le principe. Nous allons revenir en 3 parties sur l'actualité du ballon rond dans la région. Et comment ne pas commencer notre rendez-vous par roulement de tambour, la Coupe Gambardella. Il était environ 17h10 ce dimanche 10 avril lorsqu'un joyeux brouhaha, appelons ça comme ça, s'est tout à coup échappé du stade Michel Dornano. Dans l'enceinte, c'était l'événement du week-end. Les U18 du stade Malherbe et leurs homologues du stade Rennais étaient aux prises pour une place en finale. Et Mathieu, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien terminé pour le Stade Malherbe, voilà, au terme d'un scénario un petit peu fou. Le Stade Malherbe qui a assez rapidement mené 2-0. Norman Bassett a ouvert le score sur corner. Diabé Boulumbu, avec la complicité involontaire du gardien adverse, a doublé la mise dès la 25e. Mais Rennes ne s'est pas laissé faire et est revenu avant la pause. De partout, les Rennais qui ont même pris l'avantage à un quart d'heure de la fin. À ce moment-là, on va pas se mentir, on pensait que c'était peut-être un petit peu cuit, mais c'était sans compter sur la force de caractère de ces jeunes Canets, donc qui sont revenus à 10 minutes de la fin via un penalty obtenu et transformé par ce diable de Norman Bassett. Et donc du coup il n'y a pas de prolongation en Coupe Gambardella, c'était directement la séance des tirs au but. Et à ce petit jeu là, c'est les petits Canets qui se sont montrés les plus costauds. Un 5 sur 5 réalisé par les joueurs de Nicolas Sub, pendant que les Rennais, par l'intermédiaire de l'infortuné Aaron Malouda, a expédié sa tentative dans les travées de Dornano. Et voilà, ça a suffi pour le plus grand bonheur des 11 000 personnes présentes hier. Ouais, justement, pour revenir sur cette qualification historique, la première depuis 2001 pour le SMC en finale de la Coupe Gambardella, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'un des protagonistes de cette demi-finale qui fera date, le jeune défenseur Antoine Lepelletier. Antoine, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour Mathieu. Antoine, déjà, ravi de constater que tu as de la voix. Comment vont les cordes vocales ce matin ? Ce matin au réveil, c'était un peu dur. Mais c'est bon, là c'est mieux, c'est reparti. Qu'est-ce qui était le plus abîmé finalement ? C'était les cordes vocales ou c'est plus les jambes qui tiraient quand même hier ? J'avais les mollets qui tiraient un peu hier, et ce matin c'était plus les cordes vocales. Ouais, on imagine en tout cas que ce moment a été rempli d'émotions, unique, exceptionnel. Un stade Michel Dornano, comme l'a dit Mathieu, rempli avec 11 000 spectateurs, ce qui est quand même un sacré événement. Comment tu as vécu ça, toi, Antoine, l'avant-match, le match en lui-même, l'après-match, raconte-nous. Moi, l'avant-match, franchement, j'ai pas stressé du tout. Je sais pas pourquoi, normalement j'ai une petite boule au ventre, mais là, aucun stress. Et puis pendant le match, on était tous dans notre bulle, concentrés. On gagne 2-0 très rapidement dans la partie. Puis on se fait revenir au score, on prend le 3e, mais on n'a rien lâché. Et puis on connaît la suite maintenant. Justement, la suite, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots, parce qu'il y a eu forcément cette effusion de joie quand ton coéquipier Abdoulaye Niakhaté a transformé le 5e et dernier tir au but. Il y a eu envahissement de terrain de manière bon enfant. Je pense qu'il y avait pas mal de vos potes, de vos proches qui étaient sur la pelouse à partager ça avec vous. Il y a eu après une communion avec le public, avec des chants. Comment on vit tout ça quand on est un jeune footballeur ? Beaucoup d'émotions, parce que moi, ça m'était jamais arrivé dans ma carrière. Et petite anecdote, quand Abdoulaye il a tiré son péno et qu'il a marqué, moi j'ai été direct voir mon père et il pleurait. Du coup, ça m'a mis beaucoup d'émotions aussi. Voilà, parce qu'on dit, tes parents, j'imagine, étaient dans les tribunes avec aussi pas mal de tes proches. On en dira un mot, mais t'es un 100% local, justement, de Vire, où tu as fait toutes tes classes avant d'arriver au Stade Malherbe il y a 4 ans. C'est une qualité d'être virois. C'est une qualité. Enfin, pour certains, pour Antoine, c'est une qualité. Bon, pour d'autres, peut-être pas, mais bon, on n'y reviendra pas. Mais donc, voilà, forcément, c'est aussi beaucoup d'émotions. Peut-être qu'on peut venir. J'imagine qu'aussi tes parents ont fait aussi peut-être beaucoup d'investissements, peut-être de la route pour t'emmener de Vire à Caen, entraînement, enfin des choses comme ça. C'est pas seulement un joueur, c'est toute une famille qui s'investit derrière un parcours de jeune footballeur. C'est exactement ça, parce que ils ont déménagé entre guillemets sur Caen pour moi. Ah oui. Pour que je rejoigne le centre. Et puis pareil, tous les sacrifices qu'ils ont fait quand j'étais jeune, tout ça.
ça m'a permis de les rendre fiers hier. Ouais, oui, donc c'est un investissement très important. Hein, c'est le cas d'Antoine illustre. Hein, il y a d'autres parents qui font ça, mais des fois qui sont prêts à déménager, qui changent même de travail. Du coup, hein, ça y est, voilà, ton papa a pris un travail du coup sur Caen, hein, si je me trompe pas. Ouais, donc c'est vraiment, on s'investit, la famille s'investit corps et âme derrière le fiston pour qu'il puisse assouvir son rêve de pouvoir jouer dans le club professionnel du coin, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Puis il y a ton petit frère aussi qui est à Malherbe. Ouais, il est en U15. Ouais. Ah oui, donc vous faites main basse sur le club en fait, chez la famille Le Pelletier, c'est ça? C'est ça. Moi j'avais envie de dire, on rappelle, hein, tu as 16 ans seulement, tu es en génération 2005, on rappelle que la Gambardella cette année est ouverte au 2004-2005, il y a même des exceptions, il y a même des 2006, comme Tidiam Gomis, ton coéquipier, mais 16 ans, tu n'auras 17 ans qu'en octobre, et face à toi il y avait quand même du beau monde. Voilà, il y a du Matistel, du Wilson Samaké, c'est des internationaux en équipe de France, U18, U17. Comment t'as vécu un petit peu le rapport de force avec des joueurs qui ont déjà des beaux gabarits, hein? On était prévenus, on savait qu'ils allaient redescendre et que c'était des très très bons joueurs. Et du coup, on a mis en place, on a essayé de pas se jeter sur eux, d'avancer, de faire un pressing et qu'on les laisse pas jouer. Ouais, il y a une des choses qui m'ont, à titre personnel, mais je pense que je suis pas le seul, un peu scotché hier, c'est vraiment la capacité que l'équipe a eu à garder son calme quand vous vous faites rejoindre à 2-2. Forcément, ça met un petit coup sur la caboche. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire à ce moment-là? On a pu le voir sur les réseaux sociaux notamment, mais globalement, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le vestiaire et qu'est-ce que vous vous êtes dit à titre personnel? Entre nous, on s'est dit c'est pas terminé. C'est comme si le match il venait de commencer à 0-0, parce que 2-2, c'est comme si c'était 0-0. Et on s'est dit qu'on ne devait pas avoir de regrets, qu'on devrait rien lâcher et donner tout jusqu'au bout. Oui, alors c'est vrai que c'était un match à rebondissement, on va dire. Et au moment du 2-2, donc du coup il n'y avait pas de regrets. Et au moment du 3-2, c'est quoi un petit peu l'impression? Il reste un quart d'heure à ce moment-là. Est-ce qu'on se prend quand même un petit coup derrière le crâne ou... Ouais, on se prend une petite claque derrière le crâne, mais on savait qu'on avait des armes offensives pour en remettre un autre et revenir à égalité, et c'est ce qu'on a fait. Et je voulais vous dire, est-ce que une des principales qualités peut-être de ce groupe-là que vous formez à Caen, c'est justement un petit peu votre état d'esprit, votre force de caractère, parce que on va pas se mentir, peut-être que sur le papier la formation rennaise était supérieure à la vôtre, avec ce qu'on a dit, avec beaucoup d'internationaux, mais c'est vrai que avec vos armes, vous avez rivalisé. C'est un petit peu ça C'est ça, parce qu'individuellement, sur le papier en tout cas, je pense qu'ils étaient un peu supérieurs à nous, mais nous on a montré une grosse force collective que eux, je pense, avaient moins que nous. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu revenir à 3-3 et gagner le match. Alors pour ce dimanche 10 avril qui devrait rester dans les mémoires, c'est vrai que le Stade Malherbe avait vu les choses en grand avec ce match au stade d'Ornano, ce public, ces nombreux invités, cette ambiance des grands soirs. Tu disais tout à l'heure, Antoine, que pendant le match, même avant, il n'y a pas eu de boule au ventre, que vous étiez dans votre bulle. Malgré tout, est-ce que dans ce fameux moment où Rennes passe devant, le stade joue un rôle? Est-ce que les supporters derrière jouent leur rôle? Vous le ressentez ou pas sur le terrain à ce moment-là? Oui, personnellement, moi, je sais que je l'ai ressenti, parce que quand tu as tout un stade qui te pousse, et ça te booste, entre guillemets. Ouais. Ça te donne envie d'aller marquer, d'aller égaliser pour le 3-3. Ouais, il y a cette fameuse énergie à laquelle goûtent les pros, peut-être que même eux la ressentent beaucoup moins, mais c'est vraiment une énergie, tu sais pas forcément l'expliquer, mais ça vient te donner des jambes, ça vient te donner de l'adrénaline, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et donc après, il y a eu toutes ces scènes de joie, on disait, l'envahissement de terrain, la communion. Qu'est-ce qu'on ressent là? C'est du bonheur à l'état pur. Est-ce que vous attendiez déjà à autant de manifestations de joie, cet envahissement de terrain, tous ces supporters qui vous entourent? L'envahissement de terrain, j'y pensais pas. Mais dès que j'ai vu débouler 10 personnes, 15 personnes, je me suis dit, là, tout le monde va rentrer. Et puis après, c'est parti en joie. D'accord. C'est vrai qu'à titre personnel, je m'attendais pas non plus à ce que la pelouse soit envahie, puis en fait, ça faisait sens après. Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait, à commencer par Quentin, notre ami jardinier du Stade Malherbe. Mais bon, il a la semaine pour remettre la pelouse en bon état, on lui fait confiance, et c'est un expert dans son domaine, parce qu'on rappelle que la pelouse de Rano, c'est la deuxième meilleure de Ligue 2 au classement spécifique. C'est un véritable billard, il la bichonne.
Donc voilà, quand il a dû voir ça, il a peut-être été un peu en PLS. Et ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas vu des supporters débouler sur la pelouse. La dernière fois, c'était la montée, je crois. La montée en Ligue 1, c'est ça. Ouais, c'est ce que Nicolas Seub a rappelé en 2014, la dernière fois qu'il y a eu un envahissement de terrain. Donc, moi, j'étais sur la pelouse ce jour-là, donc je me rappelle très bien. Délinquant. Bon, et du coup, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas fini, Antoine. Il reste la dernière marche, peut-être la plus belle. Voilà, là, on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter là. Il nous reste un match, 90 minutes. On va tout donner pour gagner la Gambardella. D'accord. Qu'est-ce que ça évoque là de jouer ce match au Stade de France? Donc votre adversaire, on va peut-être le dire quand même, ce sera l'Olympique Lyonnais. Ouais, qui a battu 3-1 l'Estac hier. Voilà, 3 du coup. Donc encore un Rennes, on disait que c'était un des top centres de formation de France avec beaucoup de joueurs. Je pense qu'on serait un petit peu dans le même cas de figure avec Lyon. Quand on évoque cette finale qui se déroulera le 7 mai au Stade de France, qu'est-ce que du coup ça t'évoque là? On est quoi? On est impatient, on est excité, on a hâte d'y être, comment? Moi j'ai hâte de jouer, j'ai directement envie qu'on soit le 7 mai. dès demain d'y aller, et c'est parti. Ouais. Alors ça s'apprécie aussi en attendant l'événement, je pense quand même. Faut pas que ça vienne trop vite, faut avoir le temps aussi de digérer la qualif. Parce que je crois qu'on se rend encore pas compte. Enfin moi, me dire de jouer dans le Stade de France, je m'en rends pas compte encore, je crois. Alors tu connais l'enceinte déjà en tant que spectateur? Ouais, j'ai été une fois, ouais. D'accord, alors du coup, qu'est-ce que ça t'évoque? Tu te dis, c'est quoi en prévisualisant un petit peu l'événement, qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi? C'est la taille, c'est ce que ça représente? C'est quand même les 2 coups de boule de Zidane, les bons coups de boule du coup en 98? Ouais, c'est tout ça, ouais. Il y a eu plein de moments extraordinaire sur ce terrain-là. Ouais, alors justement, une autre question liée au Stade de France, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est le fait de te dire que c'est quand même une finale de Coupe Gambardella, la fameuse Coupe des Jeunes, pour reprendre les mots de ton coach, ou c'est le fait de jouer quand même dans cette enceinte dionysienne mythique? C'est les deux, qu'est-ce qui prend le pas sur l'autre? Non, moi, je pense que c'est plutôt la finale de la Coupe. Ouais. Parce que, en soi, le Stade de France, c'est un stade comme les autres. C'est de l'herbe, mais c'est autre chose quand même. Ouais, c'est vraiment l'idée de mettre son nom au palmarès, que le Stade Malherbe n'a jamais réussi encore. Hein. Voilà, on faisait référence, Aurélien, tu faisais référence à la finale en 2001. D'ailleurs, il y avait plusieurs anciens joueurs hier, et le coach, Laurent Léjean, qui est aujourd'hui co-entraîneur de Ducé, ouais. qui était invité à cette occasion-là. Il y a eu aussi la génération 94, avec un garçon comme Frédéric Ney, par exemple, qui était en finale, et les plus anciens de 59, qui avaient été en finale, mais malheureusement pour le club canet, il n'y a jamais eu de victoire. Donc ça pourrait être une grande première. Et des présences et des finales au Stade de France du Stade Malherbe, il y en a eu 2. La finale de Gambardella en 2001 et la finale de la Coupe de la Ligue en 2005, à l'époque, avec un certain Nicolas Seub sur le terrain. Donc voilà, donc à l'échelle d'un club comme Caen, ça n'arrive pas tous les ans d'aller au Stade de France. Donc c'est pas anodin. Ouais, pour reprendre justement les mots de ton coach une fois encore, je pense qu'il vous a dit la même chose que ce qu'il a déclaré en après-match, Antoine, c'est-à-dire qu'on se souviendra que des vainqueurs, c'est peut-être un petit peu ça qui vous motive maintenant? Bah oui, ouais, parce que on se souvient que des vainqueurs. Dans une coupe, il y a un gagnant, un perdant, mais le gagnant est plus valorisé partout. Ouais, c'est un peu le jeu malheureusement. Non mais voilà, maintenant que là, je pense que vous pouvez aussi entre guillemets profiter, oui et non, parce que je pense que peut-être vous êtes rapidement sur le front. Il y a les championnats. Pour toi, Antoine, c'est plutôt championnat 17 et 19, hein, plutôt U19 cette saison. Plutôt U19 cette saison. Donc du coup, il y aura des matchs d'ici là, des matchs de championnat à disputer. Donc et idéal aussi pour se préparer. La finale est maintenant dans un mois environ. Donc il n'y aura pas forcément beaucoup de repos d'ici là. Il faudra retourner un petit peu, retourner au charbon. Et en plus, en championnat, vous êtes plutôt bien classé, quoi. Vous êtes en lice pour les playoffs. Surtout que là, il nous reste peu de matchs. Et c'est que des gros matchs. Parce que là, dimanche, on joue Drancy, qui est deuxième. Voilà. Vous irez à Amiens? Ouais, on va à Amiens le mercredi de la deuxième semaine des vacances, qui est troisième juste devant nous. Après, on va au PSG. Et 1er mai. On reçoit le Havre. Ouais, 1er mai, et puis du coup entre le PSG et le Havre, vous avez cette fameuse finale de Gambardella. C'est quand même une belle fin de saison pour les U19. Pour faire court en U19, en catégorie U19, si vous faites un sans faute d'ici la fin de saison, potentiellement il y a une première place qui peut s'offrir à vous. Ouais, c'est ça. Synonyme de play-off des championnats de France U19 avec les autres premiers de poule. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal.
Il restait une dernière chose que je voulais te demander, Antoine, avant qu'on ferme ce très beau chapitre Gambardella. Justement, on parlait de l'après-match quand même, parce qu'il y a eu beaucoup d'effusion de joie. Comment ça se passe pour un joueur comme toi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a le téléphone qui est rempli de messages? Est-ce qu'on a les camarades de classe, la famille, les amis qui inondent le téléphone de petits mots d'attention? Ah oui, j'ai beaucoup de mes potes qui étaient au match, du coup, ils m'ont félicité pour la victoire. Mes proches aussi, j'avais beaucoup de proches, du coup j'ai reçu beaucoup de messages. Et j'imagine que tout le monde s'organise déjà pour le 7 mai pour pas louper la finale au Stade de France. Ouais. On va juste quand même dire, il y a la Gambardella, c'était très important forcément ce week-end, mais on va peut-être pas oublier non plus les pros. Il y avait un match à Grenoble, ouais. Qui jouaient ce week-end et qui ont, entre guillemets, aussi fait le taf de leur côté, puisqu'ils se sont imposés 2-0. Ouais, il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir Alexandre Mendy et Benjamin Janot dans le temps additionnel conclure l'affaire chez une équipe de Grenoble qui est loin d'être au top de sa forme. C'est une victoire qui n'a pas été idéale de bout en bout, mais l'entraîneur Stéphane Moulin s'en contente. L'objectif, c'était de garder la 6e place, notamment de continuer à ne pas prendre de but, continuer aussi cette belle série de 5 matchs sans défaite, si je ne m'abuse. 5 matchs sans défaite, 3e victoire consécutive, 4 victoires en 5 matchs. Alors c'est pour ça, c'est peut-être pas la meilleure prestation du Stade Malherbe par rapport à des matchs comme Toulouse ou Le Havre, mais quand on se souvient où on était le Stade Malherbe il y a seulement quelques semaines, je crois pas qu'on peut se permettre de faire la fine bouche. Ouais, j'ai envie de dire que si on se met si le Stade Malherbe se met à gagner ce genre de match, c'est quand même que le Stade Malherbe est sur la bonne voie. C'est bon signe. Alors le problème, c'est que c'est certainement, c'est même sûr, trop tard cette saison pour espérer quelque chose. Voilà, au moment où on se parle, il y a 11 points de retard sur la 5e place, mais le Paris FC compte un match de moins, donc potentiellement ça pourrait faire 12 points. Il ne reste plus que 7 journées. En plus, devant, ça gagne. L'écart s'est pas réduit malgré cette série très positive du Stade Malherbe. L'écart s'est pas réduit depuis 2-3 journées. Donc voilà, donc le seul objectif comptable, c'est de prendre la 6e place symboliquement pour bien terminer la saison. Mais voilà, ça sera juste pour aller plus haut. Mais toujours est-il que c'est quand même mieux d'entretenir cette dynamique pour la suite et la fin de cette saison. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne parle évidemment pas ouvertement de cette possibilité d'atteindre le top 5. Je pense que pas au club, c'est sûr, parce que tout le monde est suffisamment lucide et connaît suffisamment bien le championnat et le football, à commencer par le coach Stéphane Moulin pour ne pas l'évoquer, mais on est déjà un petit peu dans la préparation de la saison prochaine, même s'il y aura pas mal d'incertitudes au niveau de l'effectif, forcément. Quand vous avez des bonnes performances, c'est que vous avez des bons joueurs qui font des bonnes prestations et donc qui sont sollicités par d'autres clubs. Mais on aura d'autres émissions, je pense, pour y revenir plus largement. Mais voilà, il y a tout un... Voilà, quand vous avez vécu quasiment une moitié de saison, voire peut-être même les 2 tiers en souffrance pour différentes raisons, vous pouvez pas bouder d'enchaîner 3, voire peut-être 4, 5 victoires. Et en plus, il y a une belle semaine niveau calendrier qui s'annonce pour Malherbe. Réception d'Amiens, déplacement au Paris FC, réception d'Auxerre. Donc même si ils ne peuvent pas rattraper l'écart qui les sépare du top 5, taper le Paris FC et Auxerre sur le CV, ça pourrait faire pas mal d'ici la fin de la saison. En tout cas, c'était un très beau week-end pour le Stade Malherbe. C'est la fin de cette page dédiée au SMC. On va te remercier, Antoine Lepelletier. Merci d'avoir été avec nous. Félicitations encore pour cette magnifique qualification pour la finale de la Coupe Gambardella. Merci beaucoup. Et puis on rappelle, le 7 mai. Oui, le 7 mai, ça sera, je crois, c'est à 17h15, du coup, la finale de la Coupe Gambardella, enlevée de la finale de la Coupe de France. Nantes-Nice, on le rappelle. Voilà, aussi. Nantes-Nice, voilà. Et donc c'est un rendez-vous qui sera très très important, je pense, pour l'histoire du club. Pour la première fois, le Stade Malherbe peut mettre son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition chez les jeunes. C'est la fin de ce premier chapitre, mais ne bougez pas, on parle du Havre, on parle foot régional dans nos 2 prochains chapitres. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.